Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ici dans la salle et sur Internet pour cette troisième et dernière table ronde de la matinée. Je peux, s'il vous plaît, je peux d'ores et déjà vous annoncer que vous ne le regretterez pas pour la simple et bonne raison que vous avez en face de vous les représentants de 3 jeunes think tanks. Et qui dit jeune think tank dit forcément regard neuf, diagnostic nouveau et avec les solutions qui vont avec pour faire société, puisque c'est le thème qui nous réunit ce matin. Comment rester lié face, et c'est l'actualité, face à une crise économique qui invite chacun, État, individu, communauté, au repli sur soi. Qui peut et qui doit engager ce changement et ce vivre ensemble? Est-ce que c'est l'entreprise? On en parlera. Est-ce que c'est l'État, la société civile? Ou enfin, comment mesurer tout autant ces phénomènes que les engagements qu'ils engagent? Ce n'est pas très français. Je pense que vous aurez compris l'idée. On va voir tout ça avec Aurélie Ganga, cofondatrice en 2008 du Caucus des diversités en Europe. Vous êtes journaliste de profession, vous vous intéressez particulièrement au mode de fonctionnement américain. Une rencontre vous a particulièrement marqué, celle de Michelle Obama, et vous emmenez depuis régulièrement des délégations françaises aux États-Unis pour interroger des hommes politiques et des personnalités économiques. Deuxième intervenante, Maria Giuseppina Bruna. Je précise que vous m'avez autorisé à prendre votre diminutif, Margie Bruna, pour des raisons évidentes qu'on aura devinées. Vous êtes responsable du pôle diversité, cofondatrice d'un tout nouveau think tank, puisqu'il a été lancé officiellement il y a 4 jours, le Cercle de la LICRA, Réfléchir les droits de l'homme. Vos premiers travaux porteront en janvier prochain sur la question de la diversité, notamment religieuse, dans les hôpitaux, et sur la diversité dans les entreprises et les universités. Et enfin, Alexandre Jost, président fondateur de la Fabrique Spinoza, qui soufflera sa première bougie en janvier prochain. La Fabrique Spinoza, think tank du bien-être citoyen. Telle est votre devise. Vous vous situez dans la ligne des travaux de Stiglitz et vous travaillez notamment sur les indicateurs de développement sociétal en complément des indicateurs économiques traditionnels comme le PIB par exemple. On va donc commencer par vous, Aurélie Ganga. Je précise que vous aurez tous les 3 6 minutes. Je demanderai à la salle de ne pas applaudir et ensuite vous aurez bien entendu la parole. Aurélie Ganga. Écoutez, effectivement, nous sommes un jeune think tank. On tenait particulièrement à remercier Fondapol et tous les think tanks qui sont là d'avoir eu la gentillesse de nous accepter. Nos premières productions seront en 2012 parce qu'il nous a fallu réellement le temps pour les construire. Et la question est, qui fait société? Est-ce l'État, les institutions, la société civile par ses différents mouvements ou les individus? Et je vais essayer, à travers quelques exemples, d'essayer d'apporter une piste de réflexion. Si on réfère par exemple à la question de l'émancipation féminine, les femmes, pour pouvoir s'affranchir, ont dû effectivement lutter pour essayer d'obtenir des droits. Par exemple, la question du droit à l'avortement a aussi conduit à celle-ci de pouvoir obtenir, je ne dirais pas des privilèges, mais de pouvoir obtenir un résultat. Un autre exemple de faire société, ça a été le président Mitterrand qui a aboli la peine de mort. Par cet acte, il a fait changer la société. Nous avons ici 2 exemples pour lesquels il a fallu utiliser la loi pour pouvoir faire société et acquérir des droits au sein de cette société. Et si je reviens à la question des femmes, par exemple, moi je dirais, moi en tant que femme, moi je dirais que je dis pas que j'accumule les handicaps dans la société, mais je suis femme, je suis noire, je suis maman d'une enfant handicapée, et c'est ce que je suis qui m'a conduit d'en faire société à pouvoir créer le Caucus des diversités en Europe. Donc la question des femmes dans le secteur économique, combien y a-t-il de femmes en France ou aux États-Unis dans le top management de grands groupes? Combien y a-t-il de femmes qui représentent les grands patrons du CAC 40? Combien y a-t-il de femmes qui sont administratrices ou qui siègent dans les grands conseils d'administration? La question mérite d'être réellement approfondie parce que lorsqu'on dit faire société, c'est d'arriver à avoir une réelle représentation de
la cartographie, si je puis dire, de la population au sein de cette société. Alors, quant aux femmes, on dit qu'elles sont des minorités. Ah oui, minorités, mais d'un point de vue numérique, nous sommes la majorité. Alors, j'aimerais savoir d'où vient cette idée que les femmes sont issues d'une minorité et que par conséquent, dans faire société, elles sont obligées constamment de se bagarrer pour pouvoir arriver à acquérir leurs droits. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui d'un point de vue politique. La parité en France a des difficultés à pouvoir réellement s'imposer au sein des partis politiques. Eh bien, il a fallu légiférer, donc dans faire société, utiliser la loi pour qu'elle puisse être représentée dans cette société au sein des partis politiques. En France, c'est extrêmement dur. Et dans le regard outre-Atlantique, nous avons découvert que vous avez des femmes qui ont, dans différentes administrations, que ce soit l'administration de Bill Clinton, où vous aviez une femme qui s'appelait Laura Tyson, qui dirigeait la politique économique aux États-Unis, et ça ne posait de problème à personne. Vous avez eu ensuite Condoleezza Rice, qui a quand même dirigé et qui a été une femme exceptionnelle dans la politique, dans l'administration dans laquelle elle a travaillé. Et vous avez depuis peu, dans l'administration Obama, vous avez Hilda Solis, qui est la secrétaire au travail. Vous avez évidemment Hillary Clinton et vous avez aussi Valérie Jarrett qui fait vraiment des choses exceptionnelles. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi dans des pays démocratiques, dans faire société, la représentation des femmes, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue économique, posait problème. Alors je me suis dit qu'il devait quand même avoir des réflexions machistes, parce que quand on regarde bien, quelles sont les personnes dans faire société qui légifèrent et qui font la loi? On reprend l'exemple de l'Assemblée nationale, et ben c'est des hommes qui pensent à la place des femmes et qui vont décider de lois pour leur intégration dans faire société. Et ça pose un problème. Parce que lorsque nous menons, ou lorsqu'une partie de la population mène un combat, il est légitime que les personnes qui portent ce combat puissent être représentées sur les questions qui vont être posées au moment où les lois devront être adoptées, où les travaux vont être menés pour pouvoir apporter justement cet équilibre dans faire société. Les partis politiques, j'en reviens. Alors, aux États-Unis, on a vu quelques exemples, effectivement, qui ont montré que les femmes à des postes de pouvoir, eh bien, elles sont powerful et elles font des choses exceptionnelles. Elles n'ont pas la testostérone, comme disait Madame Lagarde, donc elles réfléchissent mieux, elles travaillent mieux. Donc voilà. Et je reviens à l'exemple européen. Eh bien, en Europe, vous avez eu effectivement Angela Merkel, vous avez eu Madame Thatcher, qu'on appelait comme par hasard la Dame de Fer. En France, nous avons eu Madame Cresson, mais qui a fait un passage éclair extrêmement violent où toute l'intelligentsia parisienne a estimé qu'elle n'était pas au niveau. Enfin, on lui a trouvé tous les défauts du monde. C'était d'ailleurs assez extraordinaire. Ensuite, lors des dernières élections présidentielles, puisque nous sommes à la veille d'une élection en 2012, donc je vais comparer par rapport à 2007, vous avez une femme, Ségolène Royal, qui a fait l'objet aussi de polémiques, qui a choqué. On lui a trouvé tous les défauts du monde pour dire qu'effectivement, elle n'était pas capable et qu'elle ne pouvait pas être au niveau. Et pour là, l'élection de 2012, c'est l'extrême droite. Et oui, avec Marine Le Pen, qui permet à une femme de pouvoir concourir à la magistrature suprême. Et ça, c'est réellement un problème. Au PS, on a vu les éléphants qui se sont tous soulevés pour que ce soit un homme qui arrive durant le semblant de démocratie qu'on a essayé de voir au Parti socialiste. C'est un homme, effectivement, qui va pouvoir concourir. Et nous, on trouve ça injuste. Je vais vous demander de conclure, Madame Ganga. Je vais vous demander de conclure pour respecter les temps, s'il vous plaît. Alors, je dirais que, effectivement, il faut passer par la loi pour pouvoir faire société. Et cette loi ne peut être emmenée que par des courants. C'est-à-dire que c'est les individus, au travers d'actions associatives, qui vont pouvoir, je ne dirais pas mobiliser, mais porter auprès du politique la problématique qu'ils vivent, afin effectivement de pouvoir légiférer et d'apporter une amélioration au sein de cette société.
Et il y a plus d'évolution dans faire société, il y a plus de résultats qu'on trouve dans les sociétés américaines, avec leur parti, leur part d'ombre également, mais il y a plus de progrès qu'on trouve dans les sociétés américaines que dans les sociétés européennes, et notamment en France. Merci beaucoup Aurélie Ganga. On va passer la parole, même exercice, 6 minutes, avec Margie Brunat. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous et à toutes. Tout d'abord, merci effectivement de nous donner l'opportunité, à nous, Cercle de la LICRA, de prendre la parole sur cet enjeu, j'allais dire, très durkheimien, très simmelien, très sociologique et en même temps très politique, qu'est celui de la constitution et de la sédimentation d'une société. Dans un think tank qui a voulu placer au cœur de son nom, mais donc de sa vocation et de sa philosophie, un cercle dont la symbolique j'allais dire, n'échappe à personne, celle de l'égalité, celle de la parité, celle de la construction collégiale, partagée, participative, inclusive, d'une vision collective, eh bien, ce cercle dont je salue à la fois les membres et la présidente, Martine Benayoun, qui est effectivement leader, mais leader participatif, leader inclusif de ce cercle, eh bien, faire société, c'est bien sûr s'inscrire dans la dimension politique, légale, législative, bien entendu. Mais il s'agit également de dépasser le simple cloisonnement législatif, étatique, macro-social, pour embrasser également deux perspectives qui nous tiennent à cœur, que sont bien entendu, nous sommes dans l'héritage d'une grande association qu'est la LICRA, donc le milieu associatif, et plus globalement l'échelle intermédiaire, les corps intermédiaires et les organisations, et troisièmement l'échelle de l'individu, puisqu'on ne transforme pas la société, on ne transforme pas le monde par décret, par invention dogmatique, par décision descendante du haut en bas, top-down, mais aussi en associant, en transformant les mentalités et les pensées des individus. Donc, appréhender la problématique de la constitution de la société, c'est d'abord pour nous appréhender la question fondamentale de la diversification et de la consolidation dans l'unité. C'est réinvestir ce rêve républicain, cet idéal politique, mais aussi ce combat quotidien qu'est la constitution d'une unité organique. Une unité qui se caractérise par la diversité de ses membres, par la coprésence d'éléments hétérogènes en termes d'origine, de culture, de nationalité, d'appartenance, de genre, de croyances, de philosophie, mais également une unité organique fondée sur des interdépendances mutuelles fonctionnelles, sur un partage de valeurs, car on ne construit pas un collectif sans un partage de vision, et, bien entendu, autour d'une complémentarité assumée. Il s'agit là donc de dépasser cette dialectique ancienne, cet antagonisme premier qui voudrait opposer de façon statique la diversité, la pluralité, et en face, eh bien, l'unité qui se voudrait par on ne sait quel principe assimilationniste, on ne voudrait constituer la société qu'en mettant ensemble ceux qui se ressemblent, donc rassembler ceux qui se rassemblent déjà parce qu'ils se ressemblent. Eh bien, il s'agit là de battre en brèche cette illusion et ce contresens politique qu'est de vouloir bâtir une société d'identité identique, alors même qu'il faut construire la société en jouant la carte de la pluralité. C'est donc réinvestir ce combat républicain qui nous est cher, qui est celui de l'altérité, qui est celui de l'éthique de la responsabilité vis-à-vis d'autrui, qui est celui de la reconnaissance de la pluralité qui entoure le monde, qui embrasse la vie et qui embrasse le monde. C'est aussi réassumer l'évolutivité de l'identité. Les identités se transforment, se muent, s'enrichissent au contact de l'autre. Donc c'est effectivement s'enrichir, y compris des expériences internationales. Cela nous amène donc à réinvestir cette éthique de l'altérité, cette philosophie de l'altérité qui ne réduit pas l'autre par rapport à soi, à différent par rapport à un parangon universel, à, j'allais dire, un modèle idéal, autrement dit, nous, et qui rejetterait les autres à faible copie imparfaite et hiérarchisée de cette perfection que serait le nous groupal du groupe qui définit. Non, il s'agit au contraire de réinvestir l'altérité, non pas comme différence, mais comme pluralité. Cette diversité dont Voltaire disait qu'elle était synonyme du mot altérité.
Donc réinvestir l'altérité et donc à l'échelle micro-individuelle, et je serai rapide, on y reviendra peut-être, réinvestir cet objectif qui est celui de la fraternité. Une fraternité qui n'est pas simplement solidarité descendante, mais qui est construction de modèles communs dans le dialogique. Et cela nous amène donc à sortir de ce qu'on pourrait appeler une fraternité restreinte, familiale, domaniale, celle à laquelle on pense quand on parle d'un frère comme partageant son sang. Il s'agit là également de dépasser, non pas de nier, la fraternité nationale, celle qui doit réunir, et c'est le grand rêve républicain, les frères d'une même nation, les membres citoyens d'une même nation. Il s'agit là de enrichir cette perspective d'une troisième forme de fraternité que nous appellerions une fraternité humaniste, celle qui va reconnaître dans l'autre que soi, au nom des droits de l'homme, ceux auxquels la LICRA et les militants du cercle ont, nos anciens, participé à les écrire et nos militants d'aujourd'hui participent à les porter, eh bien ces droits de l'homme qui sont le fondement d'une fraternité humaniste. Mais cela ne nous amène pas également à oublier l'échelle organisationnelle. L'entreprise, acteur majeur, l'administration également, mais l'entreprise tout particulièrement comme acteur majeur de la transformation des sociétés. Cela nous amène donc à bâtir des unités organiques, à penser la diversité en entreprise et donc à penser la nécessité, par la culture d'organisation, les règles communes, un management responsable, un management de l'altérité, et c'est dans ce sens-là qu'on milite, eh bien, la capacité à voir cette diversification sociologique qui est le fruit de mouvements sociaux, politiques, économiques majeurs, de la mondialisation, du mouvement des peuples et des flux migratoires de plus en plus forts, de la mobilité sociale, de cette réduction du délai temporel de la distance spatiale que nous vivons à l'heure d'Internet et de la virtualisation, eh bien, cet ensemble de phénomènes amène à avoir une société diversifiée et à donc prendre conscience d'une entreprise, d'une organisation diversifiée qui doit, pour être performante et pas seulement pour être éthique, eh bien, et sur le résultat de la science qui montre bien que la diversification est un levier de performance économique pour peu qu'on prenne le temps d'accompagner le changement de la diversité, qu'on prenne le temps de manager les hommes, les femmes dans leur singularité, et bien entendu, qu'on prenne le temps de renforcer les règles communes. Merci et je terminerai en un mot, en disant qu'il ne faut pas non plus, pour répondre effectivement à ce que disait à l'instant Aurélie Ganga, il ne faut pas oublier l'échelle nationale, bien sûr. Il ne faut ne pas oublier la dimension légale, législative, l'exemplarité de l'État dans la capacité à informer la société, bien sûr. Mais, et ce sera mon dernier mot, il faut aussi réinvestir ce pacte vous avez des mots très longs. que nous avons appelé le pacte républicain, mais d'une république associationniste qui redonne, comme Mauss l'avait pensé, tout son rôle aux individus qui se rassemblent à l'échelle interorganisationnelle. Je vous remercie et je m'excuse de ma non-brièveté. Merci beaucoup. Alexandre Jost, 6 minutes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Eh bien écoutez, pour être dans le ton de ce qui a été dit, nous sommes nous aussi très heureux d'être ici parmi vous. Ça tombe bien puisque nous sommes la Fabrique Spinoza think tank du bien-être citoyen. Après un caucus, après un cercle, la Fabrique vous propose pour réfléchir à faire société, à la fabrication, l'utilisation d'indicateurs de développement, plus précisément indicateurs de bien-être citoyen, indicateurs de richesse, différents noms pour ces indicateurs, avec ce travail étant assorti de travail politique et travail démocratique afin de les définir. Alors, nous avons choisi ce sujet des indicateurs de développement car ils permettent, pour deux raisons. Premièrement, ils permettent de dessiner une société, de donner un cap. Et deuxièmement, parce que nous pensons, et nous pourrons en parler abondamment si vous le souhaitez, qu'il y a un désintérêt politique pour ce sujet aujourd'hui. Vous pourrez trouver surprenant d'aborder ce thème, faire société, via le sujet des indicateurs. Nous avons essayé de donner une définition avec notre propre couleur d'un indicateur. Un indicateur, on pourrait l'imaginer comme un outil permettant de définir, d'objectiver, de mesurer l'avancée vers un objectif ou sur un chemin. De quel type d'indicateur parle-t-on ? Eh bien, on parle d'indicateurs au-delà du PIB ou peut-être plus justement complémentaires au PIB. Et là-dessus, les nuances sont importantes pour ne pas cristalliser les réactions à ce sujet. Le PIB est utile, mais il ne permet pas de définir une société. De quelle manière est-il utile ? Eh bien, parce qu'il est un bon moyen de mesurer un progrès économique. Parce que pour l'État, les sous-jacents au PIB déterminent les rentrées fiscales. Parce qu'il permet de comparer les pays, ce qui est important à l'époque où nos amis les marchés en ont besoin. Remettons en question l'utilité du PIB. Première
premier coup de poignard au PIB, eh bien, un chercheur, un économiste américain, Easterlin, né en 1926, a donné son nom à un paradoxe qui questionne le lien entre l'augmentation du PIB et le bien-être déclaré des individus moyennisés sur une population. D'autres critiques faites au PIB. On l'accuse de ne pas prendre en compte la durabilité du développement, d'avoir une distance forte à ce qui préoccupe les ménages. Le PIB s'occupe de production et non pas de consommation des ménages. De ne pas prendre en compte les effets de dispersion, de distribution, d'inégalité, d'être éloigné d'une forme de subjectivité. Est-ce que le PIB parle à des individus? Est-ce que je sens une croissance de tant ou tant de pourcents? Et enfin, de ne pas prendre en compte le travail qui n'est pas rémunéré. Vous connaissez l'anecdote assez amusante, si un homme épouse son jardinier, sa jardinière, ou une femme son jardinier, eh bien le PIB baisse. Nous ne sommes pas anti-PIB, nous disons simplement que le PIB ne définit pas un cap. Nous ne sommes plus à l'époque de l'après-Deuxième Guerre mondiale, où il s'agissait de reconstruire, d'évaluer la production pour reconstruire la France. Alors, être au-delà, imaginer d'aller au-delà ou en complément du PIB, ne signifie pas ne pas prendre en compte les enjeux économiques. Et d'ailleurs, à ce titre-là, comme le disait notre ami Cyril, eh bien, la commission Stiglitz avait pour nom « Commission pour la mesure du développement économique et du progrès sociétal ». Les deux plans sont donc à mettre en regard l'un avec l'autre. À quoi ça ressemble un indicateur alternatif? Eh bien, prenons l'exemple de l'OCDE qui fait un travail remarquable sur le sujet, qui dévoilait le 25 mai de cette année « Your Better Life Index », l'indice de votre meilleure vie. Cet indice, globalement, les indices alternatifs sont faits beaucoup de technicité, mais disons qu'ils rassemblent des éléments qui semblent importants pour dessiner une société. Celui-ci prenait en compte le logement, le revenu, le travail, le lien social, l'éducation, l'environnement, la gouvernance, la santé, la satisfaction de vie. Nous avons une sensibilité particulière à la Fabrice Spinoza par rapport à ce sous-indicateur-là, la satisfaction de vie, la sécurité et l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Me direz-vous que ces choses ne comptent pas pour les gens et que ça n'est pas un bon moyen pour dessiner une société? Nous pensons que si. Alors pourquoi est-ce si important? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne sait pas où l'on va. On ne sait peut-être même pas où l'on veut aller. Et si on va un cran plus loin, on pourrait dire qu'on ne sait pas mesurer vers ce cap qui par ailleurs, dont on ne sait pas exactement ce qu'il est. Alors j'ai beaucoup cherché une analogie, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, j'ai cherché des forêts, puis finalement je suis venu au GPS. On a d'un côté le PIB. Le PIB, c'est une forme de GPS extrêmement précis, quasi militaire, avec une précision du mètre, sur une carte dont on ne sait pas quels sont les noms de rues ou dont les rues sont mal dessinées. Et de l'autre côté, vous avez des indicateurs alternatifs de développement, et ces indicateurs, on ne va pas se raconter des histoires, on est entre nous, c'est intime, on est 800 personnes. Eh bien, ces indicateurs sont en train d'être construits, beaucoup de travail là-dessus. Ils sont encore un peu imprécis, une robustesse moindre, donc un GPS à une échelle de quelques dizaines de mètres peut-être, mais sur une carte qui indique les noms des rues et dont on peut se demander, c'est probablement par là que je veux aller. Pour terminer sur cette introduction avant de débattre ensemble, l'indicateur de développement est à la fois, permet 5 grandes choses. Premièrement, il permet de définir une société, définir un cap et inspirer. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a besoin d'inspiration en ce moment? Deuxièmement, il permet de lancer un débat démocratique. Parce que pour constituer un indicateur, il faut certes des experts, des économistes, toutes sortes d'experts, des sociologues, mais il faut également un débat citoyen à ce sujet. Si on fait société, l'indicateur est un bon moyen de le faire et il nécessite d'interroger les individus comme c'est fait dans d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni. Troisième point, et j'ai presque terminé, ça permet de structurer l'élaboration des politiques publiques. Quatrième point, on reviendra dessus, évaluer les politiques publiques mises en œuvre ou celles qui sont proposées. Et enfin, et c'est intéressant, 2011-2012, structurer les programmes politiques et augmenter leur lisibilité. Imaginez si les partis politiques nous livraient leurs propres indicateurs. Est-ce que j'ai respecté le temps? J'ai eu un regard... Non. Merci. Voilà, et je ferai volontiers des passerelles, peut-être pour synthétiser ce propos. Un indicateur est un moyen, est un véhicule, est un terreau, est un creuset pour incorporer des visions de société. De ce que disait Aurélie, de ce que disait Margia, ces visions, pourvu qu'il y ait un débat démocratique, qu'on se mette d'accord là-dessus, sont possibles, sont intégrables dans cet indicateur, en prenant en compte les inégalités, des coefficients de Gini, en prenant en compte la dispersion,
Bref, ces indicateurs structurent un débat sur le faire société ensemble. Merci Alexandre Jost. On va prendre des questions, s'il y en a. Merci pour eux. Y a-t-il des questions à nos 3 représentants? J'en vois une ici. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro? Il y en a une là-bas. Madame. Bonjour, Claire Hédé. Je voulais remercier les intervenants pour leur présentation. Je suis frappée par l'absence, ou en tout cas le peu d'approfondissement de la question de l'égalité. Dans une table ronde sur le faire société, j'ai entendu, et j'étais très heureuse d'entendre fraternité, solidarité, beaucoup de choses, mais la question de l'égalité est absente. Donc quelle place est-ce que vous lui donnez? Et je le mets en lien avec une autre question, à savoir, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, pour faire société, on est obligé de se poser d'abord en contre les discriminations et contre aussi un certain nombre, on va dire, de mouvements ou d'actions qui visent ou qui s'appuient sur le repli sur soi, sur des approches, on va dire, communautaristes, pas forcément communautaires, mais communautaristes, qui appuient là où ça fait mal dans la division des combats. Aurélie a fort justement, s'est présentée comme jeune femme noire, mère d'enfants handicapés. Il me semble qu'il n'y a évidemment aucune situation qui est à comparer aux autres et que toutes les discriminations devraient être combattues de la même manière. Merci. En se reposant sur ce principe d'égalité qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, voilà, ma question, c'est l'absence, ou en tout cas le peu de référence à la notion d'égalité et les barrières qui me semblent apparaître aujourd'hui dans la division des combats. Égalité, repli sur soi, qui veut répondre? Évidemment, c'est une très très bonne remarque. Alors, elle est évidemment, j'allais dire, inscrite dans la vision qui est la nôtre, au moins à 2 niveaux. D'abord parce que quand on parle d'altérité, on ne peut que prendre en considération un principe qui est aussi une valeur et qui est aussi un objectif. C'est évidemment le principe d'égalité. C'est une valeur et c'est un contexte légal, égalité des conditions au sens, j'allais dire, très tocquevillien, mais en même temps, c'est un défi, c'est un combat, puisqu'on sait très bien que l'égalité, elle est dans la loi, elle n'est pas dans la pratique, ni dans l'entreprise, ni dans la société, plus globalement, ni dans la politique par ailleurs. Donc effectivement, on va essayer de faire bref, pardon, j'avais oublié de le préciser pour que tout le monde puisse répondre. Au même temps, vous avez bien raison, la question de la discrimination, elle est comme objectif politique fondamental par la loi, mais il ne faut pas non plus oublier que le fait de proclamer l'absence de discrimination, en sens d'absence d'oppression, n'est pas suffisant, c'est le préalable indispensable. Mais bâtir une société de droits de l'homme, c'est restituer aux individus la liberté positive, la liberté de créer quelque chose, de créer leur liberté ensemble. Aurélie Ganga, votre réponse. Oui, effectivement, la notion d'égalité est de fait lorsque vous avez une partie de la population qui mène des combats, c'est parce qu'elle veut acquérir ses droits au même niveau que les autres. Donc nous, effectivement, au sein du caucus des diversités en Europe, on s'est inspiré des caucus qui existent aux États-Unis, qui, eux, chacun de leur coin, ont fait du lobbying auprès des politiques pour pouvoir effectivement légiférer. Donc le caucus ne souhaite pas uniquement être sur la représentation d'une minorité. Nous sommes le caucus des diversités en Europe. On traite des problématiques du genre, de l'orientation sexuelle, du handicap, des différences ethno-raciales et effectivement de la représentation des femmes au sein des entreprises et aussi auprès des partis politiques. Notre objectif final est d'arriver à ce que le terme même caucus est d'origine européenne, italienne, et les gens ont tendance à l'oublier. Il a beaucoup évolué dans le monde anglophone, mais nous voulons le reporter dans sa géographie d'origine, je pourrais dire, pour effectivement permettre à ce qu'au sein du Parlement européen, nous puissions avoir des élus émanant de ces différentes entités. Alexandre Jost, une réponse l'égalité, c'est quelque chose que vous arrivez à mesurer? Oui, alors effectivement, pour prendre un exemple, un indicateur assez couru, alternatif complémentaire au PIB, c'est l'indice de développement humain, IDH, créé par le PNUD, sous l'égide de Amartya Sen et un autre prix Nobel d'économie dont j'ai oublié le nom. Cet indice de développement humain a 3 composantes, une composante santé, espérance de vie, une composante éducation, connaissance, et une 3e, niveau de vie, revenu. Eh bien, des gens ont réfléchi sur un indice sexo-spécifique
de développement humain, ISDH. Et cet indice serait mesuré d'une part pour les hommes, d'autre part pour les femmes. Et au lieu de faire une moyenne arithmétique de ces deux composantes, en faisant une moyenne harmonique, eh bien, le score global de cet indicateur baisse s'il y a une trop grande différence entre les deux indicateurs. On en revient donc à cette même idée qu'un indicateur est un moyen de capturer une vision de société. Autre question, il y en avait une par là, il y en a une autre là-haut. Est-ce qu'on a un micro pour le monsieur? Attendez. Non, dans la salle on vous entend, mais malheureusement sur Internet, disait, on a besoin sur de les vous indicateurs, où en est-on de la convergence internationale? Je crois qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore, puisque beaucoup de gens phosphorent, mais au niveau global, je ne pense pas qu'il y ait des indicateurs qui se détachent. Merci pour cette question courte. Réponse courte? Eh bien, le PIB est un indicateur international. Nous pensons justement qu'il y a deux types d'indicateurs auxquels réfléchir. Des indicateurs qui soient très globaux, très généraux, et qui soient internationaux, qui permettent une comparabilité entre les pays, de type indice de développement humain. Nous militons en revanche pour que des indicateurs spécifiques à la France soient conçus, de telle sorte à ce qu'ils accompagnent notre vision de société. Et sur ce sujet-là, justement, je le disais, il y a un désintérêt politique par rapport au sujet. Après la commission Stiglitz, il y a eu un deuxième travail réalisé par le Conseil d'analyse économique conjointement avec leurs homologues allemands, qui a débouché sur un rapport très intéressant, rapport qui, je discutais avec un haut fonctionnaire au sein du Centre d'analyse et Conseil d'analyse économique, et qui nous disait que ce rapport avait été présenté au CESE, avait été présenté à l'OCDE, mais n'avait pas été présenté ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni au service du Premier ministre, ni à l'Élysée. Donc le sujet est fondamental, mais il n'est pas relayé politiquement et il ne rentre donc pas dans le débat démocratique aujourd'hui. Nous pensons que c'est une erreur. Une autre question, madame? Est-ce qu'on peut donner un micro? Merci, bonjour. Marie-Cécile Nave de l'Observatoire français des think tanks et du Centre d'analyse stratégique. Alors, Madame Brunat, vous avez parlé de reconnaissance de la pluralité et du management de l'altérité. Je voulais savoir si chacun de vous trois, peut-être, ou seulement un ou deux d'entre vous, avait réfléchi à des propositions de politique concrètes, de meilleure représentativité des différents groupes sociaux, sachant que la reconnaissance de la diversité, la reconnaissance de l'altérité, c'est, grâce à l'Union européenne, un moyen de lutter contre les discriminations aujourd'hui. Qui veut répondre? Parce que je suis interpellée la première, absolument. Mais évidemment, le cadrage européen, il est fondamental, et on le souligne trop peu, effectivement. La question des propositions concrètes pour améliorer la diversité, évidemment, il y en a beaucoup. Personnellement, peut-être c'est ma formation de chercheur qui m'amène à le mettre en exergue. Je pense qu'un des enjeux fondamentaux, c'est la diversification dans l'accès aux structures d'élite, de formation, à l'université, aux grandes écoles, parce que ça prépare l'accès au monde professionnel. Donc c'est une diversification par un meilleur maillage, égalité des chances en matière de convention d'éducation prioritaire. C'est donner les moyens de l'excellence, on pense évidemment aux bourses, et à un système de valorisation, notamment dans l'accès au logement, et déconstruire les stéréotypes, et donc mettre au cœur des formations, toute formation académique, universitaire, dispensée dans ce pays, la question de la diversité. Il y a trop peu de formations académiques spécialisées. Et alors il y a la spécialisation parfois, mais même incluant un module sur la diversité culturelle, la diversité des cultures, c'est des cultures et des nationalités, la diversité ethnique, et la question de l'altérité. C'est fondamental, notamment, bien entendu, la question des gender studies est tout aussi importante, parce que ça permet d'investir de façon différente, à la fois les mentalités, et de préparer les managers de demain à, d'une part, voir, appréhender et manager de façon performante cette diversité. Donc nous, on est beaucoup sur cette question de formation, d'accès équitable et méritocratique aux structures d'excellence, et ensuite un travail fondamental avec le bilan diversité. Je pense notamment aux travaux de la FMD, je pense également aux travaux de la Fondation Terra Nova. C'est un élément important, je pense bien entendu à ce qu'on fait à la LICRA et au cercle de la LICRA, l'importance de mettre en exergue l'existence, la nécessité de rendre compte de l'action concrète du milieu de l'entreprise en matière de diversité, de façon régulière, avec la volonté d'avoir une labellisation et surtout une objectivation de cette progressivité. Donc, on en revient à la question de nos amis de la Fabrique Spinoza, l'importance d'indicateurs partagés et légitimés.
Voilà pour les propositions concrètes. Au rayon des propositions concrètes, vous en avez certaines à formuler. Effectivement, ça me permet de rebondir là-dessus. Et je trouve intéressant la formulation propositions concrètes, notamment parce que quand on parle d'indicateurs, certains pourraient se dire oui, bon d'accord, c'est bien général tout ça. Non, nous pensons que les indicateurs définissent un chemin de société et un chemin politique. 4 propositions. Comme je le disais, que les partis politiques, nous les invitons à faire des propositions de leur type d'indicateurs. Qu'est-ce que vous pensez être important? L'éducation, la santé, dans quelle proportion? Comment est-ce que vous pondérez? Deuxième proposition, que le débat soit politique de ces partis politiques entre eux sur le sujet. Troisième proposition, qu'il y ait un débat démocratique. Qu'est-ce qu'on veut dire par débat démocratique? On s'inspire du Royaume-Uni, sur la méthode en tout cas. Le Royaume-Uni a lancé en novembre 2010 le programme de la mesure nationale du bien-être. Et a assorti ce programme de 3 phases et sur une durée finalement qui a duré une durée de 2 ans, et bien a d'abord eu une consultation nationale, puis une synthèse technique, puis une consultation nationale sur les éléments qui pourraient constituer ces indicateurs de développement. Nous pensons que ceci est, en termes de proportion, pour vous donner une idée, 175 événements dans le pays, 7000 personnes interrogées directement, 35 000 via les réseaux sociaux, etc. Donc un véritable débat démocratique. Et pour ça, il faudrait doter l'INSEE ou d'autres organisations de moyens plus conséquents. Et pour terminer, très concret, nous proposons, ou nous invitons également, la création d'un groupe parlementaire sur le sujet. L'Assemblée nationale ni le Sénat ne s'en préoccupent aujourd'hui, alors que nos petits copains allemands, en ce moment, ont créé un groupe sur le sujet, un groupe de travail d'1 an avec 17 experts, 17 parlementaires. Nous invitons donc peut-être le Sénat, qui semble être une chambre avec un peu plus de recul, plus de temps de réflexion, à travailler sur ce sujet. Et peut-être même, s'il nous écoute, eh bien, le sénateur Joël Bourdin, membre de la Commission des finances, et président de la délégation nationale à la prospective. Est-ce que ça ne serait pas beau d'avoir une commission qui travaille sur le sujet avec des ramifications vers nous, citoyens? Voilà. Si vous le croisez, vous pourrez lui proposer. On va prendre 2 dernières questions et on devra conclure malheureusement car le temps presse. Une question, monsieur, et puis une question également, monsieur, et on terminera par là. Oui, Pierre Zemmour, j'ai pratiquement la réponse à la question que j'ai posée à la table ronde précédente dans la bouche de monsieur Jost, c'est-à-dire comment expérimente-t-on les propositions des think tanks? En gros, ce qui me semblerait bien comme évolution des think tanks, c'est qu'ils soient think and try tanks. C'est-à-dire qu'ils valident leurs propositions en ayant recours à l'expertise d'usage des citoyens. Alors vous le faites de temps en temps, mais je pense que les indicateurs devraient être validés par une participation, une concertation citoyenne. Merci. Pour avoir un mode d'emploi réaliste, parce que les partis politiques n'y arrivent pas encore. Merci de votre commentaire. On va prendre une question. Monsieur. Merci. Alors moi je voulais revenir sur la question et sur la définition de la diversité en fait. Je suis un peu mal à l'aise avec ce qui a été dit tout à l'heure parce que je trouve qu'on passe des droits 2 au droit A. Moi, sur les droits, je suis totalement d'accord avec le combat féministe en France parce que les femmes, pendant longtemps, n'ont pas eu le droit d'ouvrir un compte bancaire, être dans l'autorisation de leur mari. L'affirmative action, la discrimination positive aux États-Unis, elle a ses racines dans le fait qu'il y a une ségrégation raciale aux États-Unis pendant des années, ce qui n'a pas été le cas en France, ce qui n'a jamais été le cas. Et là, par contre, ce qui me met très mal à l'aise, surtout par rapport au thème de la table ronde, c'est de passer des droits 2 au droit A et de vouloir légiférer pour des minorités. Qui ne sont pas des minorités, d'après moi, qui sont des individus avant tout. Et je préférerais que vous vous engagiez dans votre caucus pour qu'on mélange les populations, pour qu'on fasse un travail à l'école maternelle, etc., pour qu'on donne la chance aux ceux qui sont défavorisés socialement de réussir. Une question peut-être, monsieur. Je vous renvoie par exemple, à Malika Sorel, je trouve qu'il fait un travail remarquable là-dessus, qui est les femmes d'origine algérienne, etc., mais qui parle aussi de sa formation, de ce qu'elle a fait. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous étiez femme, noire, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours, parce que vous avez un parcours brillant, vous avez un certain nombre de tas de qualités. Et je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est que la diversité, jusqu'où il faut arriver, et a-t-on vraiment besoin de faire des lois spécifiques? Voilà. Merci, monsieur. Ce sera la dernière question. Pour mon parcours, je suis diplômée de Sciences Po Paris. Ensuite, je dirais que moi, le terme diversité, pour moi, dans une société, est la représentation de ce que nous sommes tous. Nous sommes de fait différents. Vous êtes différent déjà du monsieur qui est à côté de vous, même s'il est blanc comme vous.
Chaque individu est différent. Nous sommes diversité. Nous incarnons la diversité. Moi, notre objectif, justement, le travail que nous faisons, c'est d'aller dans les grandes démocraties occidentales, voir les outils, effectivement, législatifs qui ont déjà été utilisés et comment cela a permis aux sociétés d'évoluer. En revanche, mon combat n'est pas uniquement le combat pour les femmes, pour les Noirs, pour les handicapés. Non, c'est parce que nous sommes diversité que nous avons souhaité que cette association soit le caucus des diversités et qu'elle ne soit pas ancrée sur une question de différence ou de racisme, etc., etc. Ensuite, notre ambition, c'est qu'il y ait cette représentation de cette diversité au sein du Parlement européen. Au mois de mars l'année dernière, j'ai assisté à un débat à Bruxelles et on m'expliquait que dans le recrutement au Parlement européen, ils avaient des difficultés à trouver des jeunes issus de l'immigration pour pouvoir effectivement leur donner la possibilité de pouvoir intégrer des métiers d'élite. Moi, j'ai dit à la DRH qui était là, mais moi, je vais vous les trouver, ces jeunes. Et nous, effectivement, au travers de 2 grandes écoles qui sont Sciences Po et Paris-Dauphine, par exemple, l'année dernière, nous avons emmené des élèves de Sciences Po Paris qui venaient des zones d'éducation prioritaire et de la faculté Paris-Dauphine. Nous les avons emmenés à aller voir ce qui se passait à Washington au sein de la concentration des pouvoirs politiques et économiques. Et je vous assure, ce qu'ils ont vu nous a donné matière à réflexion pour essayer de nous dire comment on peut faire. Je ne parle pas de transposabilité, mais je dis mais comment dans Faire Société, on peut effectivement permettre aux différences à pouvoir vivre ensemble. Je parle du vivre ensemble. Ce sera le mot de la fin malheureusement. Merci à tous les 3 pour vos interventions.